Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau télé du Salon du Cheval où aujourd'hui je reçois Andy Booth qui est cavalier professionnel et enseignant. Donc vous allez nous parler aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment les chevaux apprennent l'équitation. Voilà. Exact, oui, j'espère. Oui, bienvenue donc. Merci beaucoup. Alors depuis quelques temps, nous entendons parler d'équitation éthologique. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, c'est important d'expliquer parce que d'avoir une idée vraiment claire sur qu'est-ce que c'est cette équitation éthologique. À la base, il y a quelque chose qui s'appelle éthologie. Et éthologie, c'est les études sur le comportement des animaux. En général, on parle des animaux dans le milieu naturel. Quand on parle aussi, on parle d'éthologie appliquée. Et ça, c'est les études sur le comportement des animaux, mais dans un milieu plus aménagé par l'homme, comme si on fait l'éthologie sur un chien, il faut qu'on étudie le loup, parce que c'est le seul chien dans son milieu naturel. Si on fait l'éthologie sur le cheval, on est limité aux chevaux Przewalski. Mais si on fait l'éthologie appliquée, là, on peut étudier l'éthologie dans un milieu plus aménagé par les hommes. Donc, l'équitation éthologique, c'est, par définition, les études sur le comportement des chevaux dans un milieu équestre. D'accord. Voilà. Bon. Le milieu équestre, mais ce n'est pas le milieu naturel du cheval. Alors, est-ce que cela ne pose pas quelques difficultés pour nos amis équins? Oui, complètement. C'est loin d'être le milieu naturel du cheval. Déjà, le fait qu'un bipède peut mettre sur le dos d'un cheval le pot d'un animal mort et on grimpe dessus, c'est loin d'être naturel. Quand on parle d'équitation naturelle, c'est un petit peu comme si on parle de Coca-Cola bio. C'est un paradoxe un petit peu. Il y a plusieurs problèmes pour le cheval dans le milieu équestre. Il y a souvent la limitation de mobilité. Un cheval dans son milieu naturel, il va marcher 20-30 km par jour. Un cheval dans un box, il va marcher 250 mètres par jour. Donc, ça pose un problème. Il faut qu'on trouve des solutions pour que le cheval il bouge assez. Il y a des problèmes de digestion. Un cheval dans son milieu naturel, il marche, il mange toute la journée. Un cheval dans un box, souvent, souvent c'est petit-déj, déjeuner et dîner. Et c'est vraiment, pour nous, ça semble naturel, mais pour le cheval, c'est loin d'être naturel. Et surtout l'équitation. Surtout l'équitation, c'est pas naturel de tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous, on apprenne comment le cheval peut apprendre l'équitation. Parce que c'est loin d'être dans sa nature. Il n'est pas né avec équitation intégrée. Oui. On peut acheter une voiture avec GPS intégré, mais on ne peut pas acheter un cheval avec équitation intégrée. Il faut que tout ça, on explique. Et c'est là où on parle beaucoup de la théorie d'apprentissage. Et la théorie d'apprentissage, c'est une vraie théorie sur comment le cheval apprend. Et il faut qu'on intègre cette théorie d'apprentissage dans notre équitation moderne. Ok, donc vous êtes évidemment passionné par le projet de la théorie d'apprentissage dans le système équestre mondial. Mais pourquoi? Et ce que l'on fait actuellement, ça ne suffit pas? Ce qu'on fait actuellement, on est un petit peu bloqué dans le passé. C'est vrai qu'on a tout un passé d'équitation militaire. Et dans l'équitation actuelle, on a deux problèmes principaux. Un, c'est le taux des accidents. Il y a vraiment trop de problèmes de sécurité dans l'équitation. On ne parle pas trop souvent parce que ça fait un petit peu peur. Mais c'est vrai qu'on peut comparer le cheval, l'équitation avec le rugby. Certaines statistiques, c'est plus dangereux que le moto. Sur nos assurances, sur l'assurance que je prends, c'est mis au même niveau que l'escalade. Donc c'est vraiment quelque chose, on ne devrait pas avoir autant les accidents. Et le deuxième problème, c'est le gaspillage de chevaux. Il y a juste trop de chevaux qui ne survivent pas l'aventure équestre. On a des statistiques sur les abattoirs, sur l'espérance de vie des chevaux. Et vraiment, il y a des choses à améliorer là. On a 66% de chevaux qui finissent dans les abattoirs, sont amenés aux abattoirs à cause de ce qui s'appelle comportement inadapté. Et je pense qu'on a besoin de réfléchir un petit peu et poser la question, est-ce que le cheval peut adapter son comportement à nous ou est-ce que ce n'est pas à nous d'adapter notre comportement aux chevaux? Et pour diminuer ce taux de gaspillage, il y a une vraie évolution nécessaire dans le 21e siècle, c'est sûr.
Oui. Alors justement, donc, quels sont les challenges actuels pour faire avancer les choses, pour que ça bouge? Déjà, il faut garder, c'est important de garder notre tradition, la tradition équestre, mais il ne faut pas que la tradition empêche l'évolution. Donc, il faut qu'on évolue avec les sciences, et l'éthologie, c'est une science. Donc, dans cette science, il y a beaucoup d'évolution. On apprend toujours, on apprend chaque jour, même ce que moi j'ai expliqué il y a 10 ans. Parfois, je ne suis pas très d'accord avec ça maintenant. Je me suis dit, non, ça s'évolue, il faut que j'explique ça différemment. Et le deuxième challenge, et c'est un challenge assez important, c'est l'anthropomorphisme. C'est qu'on est tous élevés avec Disneyland, on regarde la télé, il y a Bob l'éponge qui parle, Oui. il y a Nemo qui nage avec un requin qui est végétarien. Moi, je suis australien, je vous garantis que les requins chez nous, ils ne sont pas végétariens. Donc, un vrai anthropomorphisme, et j'ai juste noté sur papier quelques-uns de ces anthropomorphismes qu'on entend très souvent par rapport des chevaux. Il fait exprès, il fait son cinéma, il est irrespectueux, il est difficile, il me teste, il ne veut pas. Tous ces genres d'interprétations sont vraiment des mauvaises interprétations parce que le cheval ne peut pas intentionnellement décider de faire quelque chose de mauvais. C'est probable qu'il ne peut pas faire quelque chose de bien exprès. Il ne veut pas essayer de me faire plaisir. Si on préfère des rêves sur ça, ce n'est pas très grave. Mais c'est très important qu'en aucun cas, on pense que le cheval peut avoir une mauvaise intention. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un humain, c'est un cheval. Donc nous sommes bien entendu tous les deux des mammifères et nous sommes si différents alors. Très différents. Déjà sur le plan de cerveau, pour être simple, donc on a un cerveau, nous les humains, très développé. Comme le cheval, il y a la partie reptilienne, il y a la partie limbique, mais nous avons un cortex frontal qui nous donne la capacité de raisonner, la capacité d'écrire, la capacité de prévoir ce qu'on va faire plus tard, de projeter nos pensées dans le futur. Et le cheval, il n'a pas toutes ces capacités-là. Il ne peut pas savoir la différence entre bon et mauvais. Il ne peut pas comprendre pas la différence entre correct et incorrect. Il ne projette pas ses pensées, ses idées dans le futur. C'est un herbivore. Un prédateur, c'est un petit peu différent. Un prédateur, pour obtenir ce qu'il veut, il faut qu'il calcule la distance, il faut qu'il calcule la taille, il faut qu'il réfléchisse un petit peu. Mais l'herbe ne court pas et l'herbe ne cache pas. Donc, il n'y a pas un gros besoin de réfléchir comment je vais obtenir l'herbe. Le cheval a besoin simplement d'une très bonne mémoire. Mais en aucun cas, il a besoin de réfléchir sur ce qu'il veut faire plus tard. Donc, c'est important d'éviter ces genres d'anthropomorphisme-là et comprendre que le cheval, c'est un gros herbivore et comment on peut éduquer cette grosse herbivore. D'accord. Donc, si le cheval n'apprend pas avec la même capacité de raisonnement que nous, comment est-ce qu'il apprend? En fait, l'apprentissage chez le cheval, c'est quelque chose qui s'appelle un apprentissage associatif. Et le cheval peut associer des choses. Par exemple, je mets l'alcool sur un coton chaque jour avant que je donne une injection. Le soin, bientôt, rapidement même, le cheval va faire le lien entre les deux. Il peut faire des associations avec tout son monde sensoriel. Les odeurs, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Rapidement, on voit le cheval de concours, il va vers la piste de concours. Et déjà, il est associé ce terrain avec des choses pas toujours agréables, donc il ne veut pas aller. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas travailler, c'est une association aversive par rapport à une situation. Donc, on utilise cette capacité associative quand on éduque le cheval. Il est associé, par exemple, on met une pression sur le licol, le cheval avance, la pression s'enlève, et il est associé, cette pression-là, la réponse pour enlever cette pression, c'est cette réponse. Et dans tout ce qu'on fait, toute l'éducation, toute l'équitation qu'on fait avec le cheval, on conditionne des réponses. Et ça, c'est un apprentissage associatif. Il y a aussi l'éducation non associative. Dans tel cas, on ne conditionne pas une réponse. L'anti-mouche, on ne veut pas qu'il réponde à l'anti-mouche. La tondeuse, on ne veut pas qu'il réponde à la tondeuse. Quand on serre le sangle, on ne veut pas une réponse. Si, par contre, on serre le sangle, l'animal il bouge et on relâche, on va conditionner une réponse. Donc, il faut que nous, on fait très attention de ne pas sensibiliser le cheval quand on devrait désensibiliser et vice-versa.
Conditionnement, c'est un grand mot quand même. Ouais. Donc, nous avons entendu parler de Pavlov et ses chiens. Oui, bah, on parle souvent ouais. de Pavlov et le conditionnement pavlovien. Et c'est vrai que quand on a mis l'éthologie dans le nouveau système de Gallo avec la Fédération française, conditionnement, on a regardé ce gros mot, on a dit, oh, peut-être c'est fait peur, le mot conditionnement. Mais en fait, toutes les réponses équestres sont des réponses conditionnées. Pavlov, il a fait un exemple, il a fait un petit bruit avec un cloche, après il donne le cheval un petit peu, le chien, pas le cheval, un petit peu de viande et bientôt le chien il salive quand il entend le cloche. Donc c'était un réflexe pavlovien. Et on utilise ça avec le cheval, mais on utilise aussi un autre type de conditionnement, plus c'était quelque chose mis en place par un autre scientifique qui s'appelle Skinner, c'est le conditionnement opérant. En fait, ça c'est un conditionnement par renforcement négatif. Parce que M. Pavlov, il a conditionné le chien, pour obtenir quelque chose d'attractif. Et nous, quand on éduque le cheval, on éduque le cheval comment enlever quelque chose d'aversif. Par exemple, je mets une pression sur le licol, le cheval répond, la pression s'enlève. Donc ça s'appelle renforcement négatif. Le cheval, il enlève cette pression. Je mets le jambe, le cheval avance, j'enlève le jambe. Et ça, je conditionne la réponse avancée. Je conditionne la réponse arrêtée. Je conditionne la réponse tournée. Donc, toutes les bases de l'équitation sont des réponses conditionnées. Et toutes ces réponses sont conditionnées par renforcement négatif. Alors, lorsque nous pensons renforcement négatif, nous pensons souvent à sanction ou punition. Exact. Exact. Et peut-être, je vais juste expliquer un petit peu par rapport au renforcement négatif, parce que c'est important. Je vais appeler mon démonstratrice préférée. Elle a un petit peu d'expérience, elle est très très bien éduquée. Commence toujours avec une petite caresse, mais je vais mettre en pression. Il faut, surtout avec les femmes. Donc, je mets une légère pression ici. Je sais qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, parce que moi je sais ce que je veux, mais le cheval ne sait pas. J'augmente la pression progressivement, poils, peau, muscles, os. Et là, elle va dans un parcours qui s'appelle un parcours d'essai et erreur. Elle n'a aucune idée de comment enlever cette pression. Mais c'est gênant. Donc, elle tape un petit peu, elle pousse un petit peu. Elle vient du nord, elle est un peu compliquée. Et elle cède. Et l'instant qu'elle cède, il faut que la pression s'enlève immédiatement. Et là, elle a eu un puzzle, elle a trouvé une solution. Et à nouveau, je vais mettre la même pression. Mais cette fois-là, je vais faire poils, peau, muscles, os. Et elle cède un peu plus tôt. Bientôt, je vais juste faire poil, et ça cède. Et rapidement, elle cède à très très peu de pression. Et elle n'a pas besoin d'entrer dans ce parcours d'essai et erreur. Là, je fais un rapport stimulus-réponse. Plus tard, je peux faire le conditionnement pavlovien. Et je mets un signal qui est neutre à la base. Un signal avec aucun sens. Je peux faire ça, je peux faire ça. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Mais je fais un truc neutre. Et après, j'applique la pression et elle cède. Je fais le truc neutre, j'applique la pression, je fais le truc neutre, j'applique la pression et bientôt, je fais le truc. Et là, j'ai donné un sens à un signal. Comme quand vous faites wow pour arrêter un cheval. Vous faites wow, arrêtez le cheval, wow, arrêtez le cheval. C'est très bien, merci. Merci. Donc, vous faites le signal, wow, arrêtez le cheval, wow, arrêtez le cheval, et bientôt, wow va arrêter le cheval. Mais sinon, vous avez toujours le renforcement négatif en cas de besoin. Vous pouvez faire pour avancer le cheval. On avance le cheval, on avance le cheval, et on est sûr qu'on peut avancer le cheval avant. Et on fait avance le cheval, et bientôt quand on fait, le cheval sait que la pression va arriver. Donc on enlève la pression parce qu'on met en place un signal. Et ça, c'est le conditionnement pavlovien. Mais à la base, c'est renforcement négatif. C'est comment le cheval peut trouver une solution pour enlever une gêne. Les aides équestres sont des gênes. Oui. On dit aide parce que c'est joli. Mais à la base, pour être très franc sur le truc, c'est une gêne. On applique un gêne, il faut que le cheval peut avoir une solution qui enlève le gêne. Donc vous êtes contre la punition?
Bah, la punition, c'est autre chose. C'est pas exactement le conditionnement, parce que le conditionnement, c'est une pression qui arrive avant la réponse. Punition, c'est quelque chose qu'on ajoute après la réponse, oui, après la réponse qu'on ne veut pas. Et le cheval n'a pas cette capacité cognitive, intelligence si on préfère, de dire, ah, bah, là, je viens d'être frappé, donc je n'aurais dû pas faire ça, comme ça, je peux avoir évité la punition qui vient de m'arriver. Ce n'est pas un animal avec cette capacité intellectuelle. Le cheval s'arrête face à un obstacle, on tape sur le cheval, il ne peut pas dire j'aurais dû sauter cet obstacle, comme ça je peux avoir évité le coup de crevage qui vient de m'arriver sur la fesse. Si le cheval était si intelligent que ça, je ne pense pas qu'on pouvait débrayer un cheval. Donc on est plutôt contente que ce n'est pas Einstein. Mais il faut quand même savoir que la punition, c'est assez inefficace chez le cheval. Il faut vraiment, si on veut que ça marche, il faut que la punition arrive au même moment que le cheval est en train de faire ce qu'on ne veut pas. Par exemple, un cheval, il tourne pour me mordre, il faut que je donne la punition pendant l'arrivée de sa tête. Mais si la tête est en train de partir et je tape le cheval, je viens de punir le départ de sa tête. Donc le timing est très très important. En général, mieux maîtriser le conditionnement et éviter la punition. Alors, vous êtes connu, Andy Booth, pour la rééducation de chevaux en difficulté avec des problèmes comportementaux. Quelles sont les causes de ces problèmes exactement? En général, le problème et la bonne solution, l'apprentissage est un petit peu pareil. Ah, ouais, je viens de dompter j'ai dompté un animal. Donc, le cheval, il apprend quelque chose qu'il ne faut pas qu'il apprenne par renforcement négatif. Par exemple, je mets le maille, je mets les jambes, le cheval il cabre et j'enlève le maille et les jambes. Donc le cheval apprend, la bonne solution c'était cabrer. Je serre le sangle, le cheval il mord et j'enlève la pression. À ce moment-là, le cheval apprend que ça c'était une bonne solution. Donc en général, c'est la mauvaise utilisation de renforcement négatif qui fait qu'on éduque le cheval. Bien sûr, sans faire exprès, mais on éduque le cheval de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Quand on pense d'un problème avec un cheval, en général, on peut imaginer que pour lui, c'est une solution. Parce qu'il n'a pas la capacité de décider d'être mauvais. Donc, c'est un problème pour nous, mais pour lui, à la base, c'était une solution. Et on a fait une mauvaise éducation. Alors, en résumé, donc je résume. Le cheval et les chevaux donc, ne sont pas du tout faits, ne peuvent pas faire d'erreurs ou de bêtises exprès. Ouais. Ça, c'est ce que vous dites. Ouais. Et pourtant, nous avons beaucoup de problèmes de performance et de sécurité avec les chevaux. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de problèmes avec les chevaux et on entend beaucoup de gens parler de chevaux comme si c'était sa faute. C'est lui qui décide d'être mauvais. Il est un peu comme ça. Il a beaucoup de caractère. Il essaie de me jouer un tour. Il fait exprès. Il essaie de m'embêter. Et toutes ces choses-là. Mais en général, c'est des comportements appris. Et si nous, on était un petit peu plus vigilants et plus conscients, surtout... Donc c'est nous qui sommes responsables. Voilà, le responsable, c'est nous. Parce que si le cheval ne peut pas décider de faire une erreur exprès, mais pourtant il fait autant de bêtises, comment ça se fait? C'est la faute de qui? Parce que si ce ne peut pas être le cheval, évidemment, c'est l'humain. Et c'est là où il y a ce besoin de l'équitation éthologique et la théorie d'apprentissage dans notre équitation pour diminuer tous ces problèmes. Parce que moi, je peux passer toute ma vie en rééducation des chevaux, mais je pense que c'est plus important que je passe mon temps d'éduquer les humains, comment mieux éduquer les chevaux pour éviter ces problèmes-là. C'est le fondamental d'ailleurs. C'est des fondamentaux, exactement. Et je vais peut-être montrer un petit peu... Une vidéo, donc un vidéo sur ça. Vidéo. Et deux, trois petits exemples. Là-haut, là, on est un cheval en train de faire un chargement dans le vent. Donc, c'est forcément apprise. Qu'est-ce que je faisais? Ben, je faisais très attention de ne pas faire une association aversive avec le vent. Je n'ai pas mis derrière le vent en train de frapper le cheval, par exemple. Parce que ça va être une sacrée bonne bêtise et elle va détester le vent. Là, c'est à moitié zèbre, moitié cheval, en train d'entrer dans un vent. Ça, c'est un petit peu loin de son milieu naturel. Et là, c'était juste l'utilisation d'un confort ailleurs, confortable dans le vent. Là, je demande à un cheval d'aller sauter un bidon. Il n'est pas à faire. Donc, pas d'effort, pas de confort. Pas de bras, pas de chocolat. Donc,
je demande qu'il continue à travailler jusqu'à qu'il trouve la solution. Et quand il trouve la solution, maintenant le travail s'arrête. Donc j'ai amené le cheval avec le longe à la base, travail, saute l'obstacle, travail s'arrête. Essayez de faire en sorte que la solution que je veux devient la bonne solution pour lui, que mon idée devient son idée. C'est la même chose là avec le bâche par terre. On a souvent le problème en CSO de la rivière. Par exemple, le cavalier, il approche la rivière, il tape sur le cheval, et rapidement, le cheval, il fait le lien entre la rivière et la cravache. Donc, il n'y va pas. Donc, forcément. Une association aversive avec la rivière. Et on essaie de faire en sorte qu'il fait une association attractive. Bien sûr, plus tard, on met un obstacle sur la rivière pour qu'il saute. Mais il ne faut pas qu'il soit peur de la rivière. Donc là, c'est la même idée. Inconfortable. Et quand il va sur le bâche, et là, je peux même ajouter renforcement positif. Donc, quand on parle de renforcement positif et renforcement négatif, pense simplement que renforcement positif, on ajoute quelque chose. Donc, pour être simple, c'est le renforcement additif. Et renforcement négatif, on enlève quelque chose. Donc, c'est le renforcement soustractif. D'accord. Et là, c'était un mélange de les deux. C'était renforcement négatif. Travail. Quand tu vas sur le bâche, le travail s'arrête. Donc, c'est renforcement négatif. J'enlève le travail quand il va sur le bâche. Et aussi, j'ai ajouté un friandise. Donc, ça, c'était le renforcement positif. Là, on va regarder. On va voir une autre vidéo. On a une autre vidéo qu'on va mettre en place. Et ça, c'est juste pour montrer un petit peu la différence entre une équitation apprise et une équitation imposée. Souvent, on a l'habitude, quand on apprend l'équitation, d'imposer nos demandes sur le cheval, mais on n'est pas assez conscient de comment éduquer le cheval de bien répondre. On demande qu'il réponde bien. C'est une équitation un petit peu faire. Mais ce n'est pas exactement basé sur comment il apprend de le faire. Et là, juste pour mettre un exemple de ça, j'ai éduqué un cheval jusqu'au point où je pouvais monter le cheval avec rien du tout. Donc, j'ai utilisé mes mains pour effacer des mains. Et chaque fois, je ralentis, par exemple, je mets l'assiette et après, je mets avec la main. Je bloque l'assiette, j'applique la main et bientôt, le cheval apprend que quand l'assiette change, je peux éviter la main. Et là, c'était juste, viens le montoir, restez immobile, la réponse à la jambe. Donc, bien sûr, comment le cheval apprend d'avancer avec la pression de jambe? Par l'enlèvement de la pression de la jambe. Oui. Ce n'est pas la pression qui avance le cheval, c'est l'enlèvement qui éduque le cheval d'avancer. Et là, prendre un petit galop. Donc, pourquoi elle ne va pas trop vite? Parce que chaque fois qu'elle était trop vite, j'ai corrigé avec mes mains. Et finalement, je n'ai pas eu besoin de la main. Quelques petits changements au pied. Et j'utilise la main pour corriger, mais pas pour gérer. Et finalement, je n'ai pas besoin de la main. C'est une fusion totale entre le cheval et vous. En fait, c'était vraiment l'éducation. C'est vrai que le résultat final, c'est assez agréable parce que quand on comprend le conditionnement, on peut réduire la pression nécessaire avec quelque chose d'imperceptible. Et je pense que c'est ça l'idée de chuchoteur. C'est une métaphore, c'est comme murmurer, c'est un langage très très subtil. Donc comment je peux faire moins en moins, mais en même temps obtenir plus en plus. Pour moi, c'est l'objectif de l'équitation. Comment je peux faire le moins que possible et obtenir le maximum. Et après, en aucun cas, c'est obligé que tout le monde va galoper partout avec rien de tout sur un cheval. Mais ça, c'est juste un exemple de l'éducation, de le conditionnement et de là où on peut arriver, si vraiment on maîtrise le sujet. On arrive à maîtriser, oui. Voilà, là, elle comprend l'action de chaque jambe. Donc, et si, par exemple, je bloque l'assiette, elle sait que la main va arriver. Mais maintenant, je n'ai pas besoin de la main, je peux juste bloquer l'assiette. Donc, bloque l'assiette et arrête le pied. Et tout ça, donc, quand je vois les gens qui tirent, qui mettent le cravache et les jambes et tout ça, je comprends, mais je me suis dit, c'est trop de pression pour le cheval et je ne vois pas comment le cheval peut trouver ça génial. Je pense que si on met le moins de pression que possible et on est bien compris, on peut trouver ce type de fusion, si on veut, oui, voilà. où finalement, c'est juste signal-réponse, signal-réponse. Et on diminue le côté aversif de l'équitation au grand maximum.
Et là c'est vrai que même c'est difficile, difficile à comprendre quand on voit ça en vidéo, mais la sensation quand le cheval est vraiment connecté par signal-réponse et vous êtes très bien compris, la sensation c'est formidable. Et quand je monte un cheval et j'ai besoin de faire le ski nautique sur sa bouche et tout ça, vraiment ça m'emballe plus. Oui, et puis du coup, ça braque le cheval qui ne veut plus obéir et plus Oui, rien faire. après, si le cheval est inconfortable dans l'équitation, je ne vois pas pourquoi il veut bien participer. Mais si on peut être bien compris, chacun peut être gagnant. Moi, j'applique la pression sur le cheval peut toujours enlever la pression et finalement, signal-réponse, et c'est très, très subtil. Et c'est vraiment agréable quand chaque petite action peut obtenir une réponse et chacun comprend l'autre. Mais ce n'est pas juste la manipulation de son physique, c'est vraiment l'éducation de son mental. Et passe par le cerveau pour obtenir le corps au lieu de faire l'inverse. D'ailleurs, de toute façon, vous êtes accru là. Il y a besoin de rien du tout, pas de rêne. Non, c'est tout simplement. C'est de petites différences de pression de jambes ou de voilà. pression d'assiette. Là, il y a avancer, arrêter, tourner. Toutes ces codes-là qui sont diminués vers le plus subtil que possible. Est-ce que je peux faire le moins que possible, mais sans que je perde l'efficacité de la réponse? D'accord. Voilà. Bon, mais très bien. On va regarder. Donc, le but, c'est vraiment d'intégrer cette théorie d'apprentissage plus en plus dans l'éducation. De toute manière, c'est un petit peu inévitable parce que ça va venir. Avec les sciences, on évolue beaucoup dans notre compréhension de l'apprentissage. Les anciens ne pouvaient pas utiliser ça parce que ça n'existait pas. Et ça va venir dans le futur. On peut attendre 50 ans ou on peut avancer maintenant et dire, OK, on a besoin pratiquement une évolution. Ce n'est pas une révolution parce que l'équitation est déjà bien. Mais on peut évoluer et vraiment intégrer le théorie d'apprentissage. Et je pense que le but de l'équitation éthologique dans les années à venir, c'est d'assister, d'aider cette intégration de la théorie d'apprentissage dans notre équitation. Et c'est déjà sur le bon schéma, parce qu'avec des galops et tout ça, on a déjà mis pas mal de petits morceaux d'éthologie dans le nouveau galop. C'est déjà un très bon pas dans le bon sens, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Le taux de gaspillage, le taux des accidents va bien montrer qu'il y a encore d'évolution à faire. Et je suis passionné par ce projet. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur Internet, sur un site ou un blog sur notre que vous avez? site, c'est assez facile. Si vous tapez Andy Booth sur l'Internet, il y a moi et après un joueur de foot en Angleterre. Le joueur de foot, c'est pas moi. L'autre qui fait l'équitation éthologique, c'est moi. C'est vous. Donc, on peut trouver cette information-là. Et nous, pour l'instant, on fait des stages un petit peu partout et progressivement, on part vers la formation professionnelle pour vraiment former des moniteurs et des monitrices pour qu'eux, ils intègrent toute cette information dans leur club. Et peut-être l'objectif final de l'équitation éthologique, c'est que finalement, ça s'auto-efface. Que dans quelques années, on ne parle plus d'équitation éthologique parce que l'équitation est vue à la base comme l'éducation du cheval. Et après, des différentes disciplines. Mais à la base, on comprend comment le cheval apprend et on utilise ça pour obtenir tous nos objectifs. D'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui sur le plateau pour plaisir. C'est plus facile qu'un démo, j'ai transpiré beaucoup moins. Oui, c'est vrai. C'est bien, vous êtes bien débrouillé. Parfait, très bien en tout cas. Merci. Merci à vous Andy Booth et merci à tout le monde d'être là et de nous suivre sur le plateau du Salon du Cheval.